Cette démonstration va utiliser la formule de Taylor-Lagrange que j'ai rappelée à l'écran. Cette formule, il y a deux parties, la partie principale et le reste. La partie principale est un polynôme de degré n par rapport à la variable b. Les coefficients font intervenir les factoriels. Donc pour mémoire, factoriel de 0, c'est 1, factoriel de 1, c'est 1. Et puis pour les autres entiers, on sait comment construire les factoriels. Et on va évaluer les dérivées successives de la fonction f au point A. Voilà pour la partie principale dans le crochet. Et le reste, il est construit à peu près sur le même schéma. Si vous voyez les termes dans la somme au niveau de la partie principale, donc des termes pour des indices k qui vont jusqu'à la valeur n, on recopie le même terme, simplement avec k égale n plus 1. Voilà, on retrouve la factorielle, le polynôme, b-a exposant n plus 1. Donc la seule différence, c'est que la racine n plus unième, au lieu d'être évaluée en A, elle est évaluée en un point C qui est compris strictement entre A et B. Voilà, donc ça c'est une des trois versions pour la formule de Taylor. Et quand on regarde le cas particulier avec n égale 0, on retrouve bien sûr la formule des accroissements finis. Alors la formule des autres versions là, de la formule de Taylor, donc elles se distinguent les unes des autres juste au niveau de l'expression du reste. Il y a une autre version de Taylor où le reste est écrit sous forme intégrale. Et puis encore une autre version où le reste, on l'écrit juste comme un petit O ou un grand O, c'est pas très précis. Donc là, on aura besoin d'une estimation très rigoureuse, très précise du reste. Donc avec cette écriture explicite, ça sera quand même mieux. Alors les hypothèses sous lesquelles on a droit à cette formule de Taylor, il faut que la fonction f soit n fois dérivable et la dérivée énième continue sur l'intervalle AB fermé. Donc ça veut dire continuité à droite de A, continuité à gauche de B. Et puis la dérivée n plus unième, on lui demande juste d'exister sur l'intervalle AB ouvert. Bon, de toute façon, on n'aura aucun problème de ce côté-là, puisqu'on va travailler avec la fonction exponentielle, qui est dérivable autant de fois que l'on veut, partout sur R. Et l'intérêt aussi, c'est que toutes ces dérivées successives, ça reste la fonction exponentielle. On va appliquer la formule en se plaçant en A égale 0. Donc justement, pour estimer les dérivées successives en A, en 0, ça sera exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Et on va écrire la formule avec b égale 1. Alors ça devient quoi? F de 1, c'est quoi exponentielle de 1? C'est justement le nombre e qu'on veut étudier. Dans la partie principale, qu'est-ce qui reste? La somme pour k allant de 0 jusqu'à n. On va avoir les factoriels au dénominateur. B moins A, c'est 1. Exposant k, ça fait 1, quel que soit l'entier k. Et puis la dérivée k'ème en 0, ça fait 1. Donc voilà, ça n'apparaît pas dans le produit. Voilà pour la partie principale. Et au niveau du reste, donc on aura 1 sur factoriel de n plus 1. B moins A, 1 à la puissance n plus 1, ça fait 1, ça disparaît. Et là, donc on va avoir la dérivée n plus unième, c'est-à-dire encore la fonction exponentielle, évaluée en un nombre c inconnu. On arrive juste à le localiser entre 0 et 1. Alors l'objectif, c'est de démontrer que le nombre e est irrationnel. Donc on va faire une démonstration par l'absurde en supposant au contraire que e est rationnel, c'est-à-dire que e, il devrait pouvoir s'écrire sous la forme a sur b, avec a un entier, et b lui aussi entier, bien sûr non nul pour pouvoir le poser au dénominateur. Donc a priori b, il pourrait commencer à la valeur 1, mais ça tout de suite on va voir que c'est pas possible. Regardons, si on avait b égale à 1, alors ça donnerait quoi? Ça nous dirait que
E, ben, il serait juste égal à A, c'est-à-dire qu'il serait entier. Et ça, c'est pas possible, hein, parce que E, on connaît sa valeur, hein, c'est du 2,7 je sais pas quoi. Clairement, il n'est pas entier. Voilà, donc c'est exclu. B ne peut pas prendre la valeur 1. Voilà, E, on sait qu'il est compris strictement entre 2 et 3. Voilà, donc clairement, c'est pas un entier. Voilà, donc c'est impossible que B soit égal à 1, donc on pourra, dans tout le reste de la preuve, considérer que B est au moins égal à 2. Donc on se retrouve avec A sur B égale... Donc jusqu'à présent, l'entier n était tout à fait quelconque. Là maintenant, on va prendre n égale à B, l'entier qui apparaît au dénominateur de E quand on le suppose rationnel. Donc dans la formule, au dénominateur, on va pouvoir remplacer le B par n. Alors l'étape d'après consiste à multiplier partout par factoriel n, à gauche et aussi à droite. Ce qui va permettre un certain nombre de simplifications. Factoriel n, donc le produit de tous les entiers 1, 2, 3 jusqu'à n, l'avant-dernier entier c'est n-1, donc je peux le diviser par n, et il va me rester factoriel de n-1 multiplié par a. Voilà pour la simplification à gauche. À droite, pareil, on va avoir une simplification entre factoriel n et factoriel n plus 1. Factoriel n plus 1, c'est le produit de tous les entiers 1, 2, 3 jusqu'à n plus 1. L'avant-dernier, c'est n, donc si on regroupe tous les n premiers termes, on reconnaît factoriel n. Pour avoir factoriel n plus 1, la factoriel n, il faut juste le multiplier par n plus 1. Donc, dans cette fraction, après simplification, il nous reste juste un n plus 1 au dénominateur. Dans la partie principale, on a aussi des simplifications. Bon, si k, pour l'indice k égale 0, factoriel de k, factoriel de 0, c'est 1. Donc on a juste factoriel n qui reste, pareil pour k égale 1. Puis pour les autres entiers k, on peut un petit peu détailler ce terme, cette fraction. Donc au dénominateur, j'ai le produit de tous les entiers 1, 2, 3, etc. jusqu'à k. Au numérateur, on a tous les entiers 1, 2, 3, etc. jusqu'à n. Et comme k est plus petit que n, en cours de route, on croise l'entier k, et après ça continue. Il y a k plus 1, etc. Ça continue jusqu'à l'entier n. Donc l'avant-dernier, c'est n-1 et n. Voilà donc le début de cette chaîne, ça coïncide avec le dénominateur, donc il y a des simplifications, et donc il nous reste juste k plus 1, k plus 2, etc. jusqu'à n-1, n. En tout cas un produit d'entiers, et donc ce terme-là va être entier. Voilà, donc dans la partie principale, on a une somme d'entiers. À gauche, on a aussi un entier. Le A, c'est un entier. n-1 factoriel, c'est un entier. La conclusion de tout ça, c'est que le nombre E de C divisé par n plus 1 est entier. Enfin, plus précisément, il devrait être entier sous l'hypothèse que le nombre E est rationnel. Et c'est à ce niveau-là qu'on va voir que ça ne peut pas bien fonctionner. Parce que, alors donc justement, C, on n'a pas beaucoup de renseignements au sujet de ce nombre C, on sait juste qu'il est compris entre 0 et 1. Donc exponentielle de C est compris entre exponentielle de 0 et exponentielle de 1, c'est-à-dire le nombre E. Bon, et puis lui, on peut le majorer par 3. Et puis exponentielle de 0, c'est tout simplement 1.
Alors maintenant, n plus 1. Donc n, c'est quoi? C'est b, le dénominateur de e, quand on l'écrit comme nombre rationnel. Et on a vu que ce b, ce n, il est au moins égal à 2. Donc n plus 1, il est au moins égal à 3. Donc 1 sur n plus 1, il est majoré par 1 tiers. Donc quand on regarde le produit, nombre exponentiel de c, multiplié par 1 sur n plus 1, voilà, donc on a une majoration stricte pour le nombre e de c, on a une majoration large pour 1 sur n plus 1, mais donc le produit de ces deux majorations, ça va donner une majoration stricte par 3 fois 1 tiers, ça fait 1. Et puis tous ces nombres, ils sont positifs, hein, strictement positifs. Voilà. Donc on obtient ce nombre exponentiel de c divisé par n plus 1 qui devrait être entier, mais qui se retrouve compris strictement entre 0 et 1, donc il ne peut pas être entier. Voilà, donc c'est de là que découle la contradiction qui nous indique que l'hypothèse de départ, où on considérait le nombre e rationnel, et cette hypothèse, elle ne tient pas la route. Donc là, on a bien démontré que le nombre e n'est pas rationnel.